En 1993, Harry et Meghan Tooze, un couple âgé vivant dans une ferme isolée de la campagne galloise, ont été retrouvés morts, victimes de blessures par balle. Au cours des années suivantes, l'affaire allait attirer l'attention nationale et susciter la controverse pour finalement aboutir à l'arrestation du petit ami de leur fille. Mais peu de temps après, la condamnation a été annulée, laissant des dizaines de questions sans réponse. Qui a tué Harry et Meghan Tooze ? Vers 15 h le 26 juillet 1993, Cheryl Tooze, âgée de 33 ans, a appelé ses parents, Harry Tooze, âgé de 65 ans, et sa femme, Meghan, âgée de 67 ans, pour discuter un peu au téléphone. Cependant, personne n'a répondu au domicile du couple à la campagne. Elle a essayé de rappeler plus tard dans la soirée, mais encore une fois, personne n'a décroché. Cela a suffisamment inquiété Cheryl pour qu'elle contacte les voisins d'à côté et leur demande d'aller voir si tout allait bien. Les voisins ont fait ce qu'on leur avait demandé, puis ont rapidement contacté la police. Harry et Meghan vivaient dans une ferme isolée au nord de Lanaran, dans le sud du pays de Galles. Le couple était bien connu dans la communauté, surtout Harry, qui avait été grossiste en fruits avant de prendre sa retraite. Il passait beaucoup de son temps libre à cultiver des choux. Le couple était, d'après tous les témoignages, très ordinaire et menait une vie banale et tranquille. Lorsque la police est arrivée sur la propriété rurale du couple, elle a été confrontée à une scène de crime macabre. Les corps de Meghan et de son mari ont été découverts dans une étable à vaches de la ferme, enterrés sous des tas de foin. Ils avaient été abattus à bout portant d'un coup de fusil de chasse à l'arrière de la tête, dans ce qui est décrit comme une exécution. En examinant la scène à l'intérieur de la maison, les policiers ont découvert que le couple avait probablement été interrompu alors qu'ils recevaient des invités. La table de leur cuisine était dressée avec leur plus belle vaisselle, dont une tasse à thé réservée aux visiteurs importants, selon ce qu'on a dit à la police. De même, les couverts disposés sur la table n'étaient pas utilisés au quotidien, mais réservés aux invités. Rien n'indiquait le mobile du meurtre, mais la police a supposé que le couple connaissait peut-être leur meurtrier puisqu'ils avaient dressé la table de cette façon. Le déjeuner du couple avait été préparé, et on a émis l'hypothèse qu'ils avaient éteint la cuisinière pour préparer du thé à un visiteur inattendu. Dans la salle de bain du couple, une chemise blanche était posée, ce qui suggérait la possibilité qu'ils devaient voir quelqu'un ce jour-là. Les enquêteurs ont rapidement établi un aperçu approximatif de la chronologie des événements le jour du double meurtre. Tôt ce matin, le couple a quitté son domicile pour toucher leur pension à Lanaran. Selon des témoins qui les ont vus dans un magasin à proximité, rien ne semblait anormal. Ni Meghan ni Harry ne semblaient anxieux, inquiets, ou dans un quelconque état pouvant indiquer que quelque chose n'allait pas. Le couple est revenu à la ferme vers 11 h, puis, vers 13 h 30, 2 coups de feu ont été entendus par les voisins à environ 30 secondes d'intervalle. Cependant, cela n'a pas inquiété les voisins, car Harry était connu pour tirer sur les lapins qui essayaient de manger ses choux. 90 minutes plus tard, Cheryl a passé son premier appel chez ses parents. Les autorités n'ont trouvé aucune trace d'effraction et rien d'anormal dans la maison du couple. Il n'y avait aucun signe de cambriolage, car des bijoux de valeur et de l'argent étaient restés dans la maison et sur lui, et l'hypothèse d'un meurtre suivi d'un suicide a été écartée très tôt. Lorsque la police a trouvé des traces de traînement sur le sol, suggérant qu'un corps avait été traîné jusque dans l'étable avant d'être dissimulé sous le foin. L'analyse médico-légale a révélé que Harry avait été abattu en premier, juste à l'entrée de l'étable, tandis que Meghan a été tuée ensuite de l'autre côté de la maison, possiblement près de la cuisine. Selon certaines hypothèses, elle tentait de s'enfuir lorsqu'elle a été mortellement abattue par le meurtrier. Après sa mort, elle a probablement été traînée jusqu'à l'étable où elle a été recouverte d'un tapis. Un enquêteur sur l'affaire déclarera plus tard « Le meurtre présente tous les signes d'une exécution. Il a été soigneusement planifié. Le meurtrier connaissait les victimes et elle connaissait le meurtrier. Le meurtrier connaissait leurs habitudes, leurs propriétés et son agencement. »
Cette idée était renforcée par le fait que l'étable était hors de vue des voisins et qu'il y avait souvent de lourds outils empilés près de la porte qu'il fallait déplacer pour y accéder. Tous ces outils avaient été remis en place par la suite, ce qui suggère que le meurtrier était très méticuleux. Aucune douille n'a été retrouvée sur les lieux, ce qui indique que l'auteur les avait ramassés après coup. Notamment, Harry s'était fait voler un fusil de chasse en 1992, un an plus tôt, mais rien ne prouvait qu'il avait été tué avec cette même arme. Compte tenu de la minutie du tueur, les blessures infligées au couple auraient probablement laissé le tueur éclaboussé de sang et de tissu. Cependant, il n'y a aucune trace de sang ou d'autres matières sur la propriété. Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont appris que Harry et Meghan avaient une assurance vie de 150 000 livres sterling. Leur fille, Cheryl, aurait été la seule bénéficiaire, ce qui a poussé les enquêteurs à s'intéresser à la jeune femme de 33 ans. D'après tous les témoignages, Harry et Meghan étaient dévastés lorsque leur fille a quitté la maison. Comme le couple était très religieux, ils n'approuvaient pas l'idée que Cheryl emménage chez un homme avant le mariage, alors leur fille a décidé de ne pas leur dire qu'elle allait vivre avec son petit ami, Jonathan Jones. Le couple avait acheté un appartement à Orpington, dans le Kent, mais Cheryl continuait à voir régulièrement ses parents. Les tous ont découvert que leur fille vivait avec un homme sans être mariée, mais ils l'ont gardé pour eux sans en parler à leurs amis. Jonathan travaillait comme consultant en recrutement, mais il n'avait pas beaucoup de succès, alors il a décidé de créer sa propre entreprise de marketing. À ce moment-là, cependant, à l'insu de Cheryl, le couple était dans une situation financière désespérée. Ils étaient sur le point de perdre leur maison, et Jonathan n'avait plus qu'une maigre centaine de livres sur son compte en banque. Ce sont ces difficultés financières qui ont poussé la police à se méfier de lui. Il n'a pas fallu longtemps avant que Jonathan ne devienne le principal suspect de l'affaire. Plusieurs témoins se rappellent avoir vu un homme marcher non loin de la ferme, en imperméable et lunettes de soleil foncé, fin juin avant les meurtres. On disait qu'il cachait son visage aux automobilistes de passage. Un témoin en particulier pensait que l'homme était Jonathan Jones. Jonathan explique qu'il était simplement dans la région pour aider Harry à quelques tâches à la ferme. La police a découvert qu'il portait un trench coat similaire, comme ses amis avaient affirmé l'avoir vu en porter un, mais étrangement, lui et Cheryl ont nié qu'ils possédaient un tel vêtement. Le couple a nié que Jonathan ait utilisé la tasse de thé réservée à l'invité sur la table de la cuisine, mais des analyses ont ensuite révélé ses empreintes digitales sur la tasse. Selon la police, ces empreintes étaient les seules découvertes dans la maison ce jour-là, en dehors de celles de Meghan et Harry. Un autre élément qui a renforcé les soupçons de la police était que Jonathan n'a pas pu justifier ses déplacements le jour du meurtre. Il a affirmé qu'il cherchait un nouveau bureau à Orpington et qu'il avait des rendez-vous avec des agents immobiliers, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucun témoin pour corroborer son alibi. Il a également déclaré avoir parlé avec un technicien d'ascenseur vers 13h30 cet après-midi-là, mais le technicien a affirmé qu'il était en pause déjeuner à ce moment-là et ne se souvenait pas d'une telle conversation. Cheryl a dit que son petit ami était absent à son retour du travail et qu'elle ne pouvait pas justifier ses déplacements ce jour-là. Jonathan finira par admettre avoir menti sur ses rendez-vous avec les agents immobiliers. Il est à noter que Jonathan est également arrivé à la ferme vers 3h du matin le lendemain des meurtres et peu de temps après que la police ait été appelée. Cela aurait été parce que Cheryl s'inquiétait pour ses parents et lui avait demandé d'aller les voir, car elle ne pouvait pas quitter son travail. Les autorités ont signalé sa réaction étrange à l'annonce des meurtres. De plus, il a mis beaucoup plus de temps que prévu pour arriver sur les lieux, ce qu'il a attribué au mauvais temps. Il y avait des soupçons selon lesquels il se serait débarrassé de ses vêtements et de l'arme du crime en chemin. Deux mois après le meurtre de Harry et Meghan Tooze, le petit ami de leur fille a été arrêté. Les enquêteurs ont finalement décidé d'appréhender Jonathan en raison de soupçons selon lesquels il dissimulait des informations, mais ils ont également constaté que Cheryl évitait la plupart des questions qui lui étaient posées. En 1995, le procès de Jonathan a commencé. Les enquêteurs pensent que Jonathan est arrivé à l'improviste alors que le couple préparait le déjeuner et qu'ils l'ont invité à prendre le thé, croyant peut-être qu'il venait demander leur fille en mariage. Ils ont suggéré qu'il avait pris le train pour Pontypridd ce matin-là et qu'il était rentré chez lui ce soir-là vers 19h30. L'accusation a allégué que tout cela avait été fait afin que Cheryl reçoive l'argent de leur assurance vie.
Après 2 heures de délibération, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Cheryl Tooze ne croyait pas que son petit ami était capable du meurtre de ses parents, cependant, et elle a ensuite offert une récompense de 25 000 livres à toute personne ayant des informations pouvant soutenir son alibi et prouver son innocence. L'argent de la récompense, de façon glaçante, provenait des 150 000 livres qu'elle avait hérités après la mort de ses parents. Il a été rapporté que de nombreuses relations de Cheryl avec sa famille se sont détériorées à cette époque, car elle seule ne pensait pas que Jonathan était responsable. Jonathan a fait appel pour divers motifs. Son équipe de défense avait initialement tenté de trouver quelqu'un pour soutenir son alibi, mais personne n'a jamais été retrouvé. À ce jour, l'alibi de Jonathan le jour du meurtre des Tooze n'a jamais été vérifié. Finalement, la cour d'appel a décidé de faire droit à l'un de ses appels, ce qui a conduit à sa libération de prison après qu'il a été jugé inapproprié d'ordonner un nouveau procès. Cheryl a attendu Jonathan devant le tribunal à ce moment-là et a déclaré que sa libération était une victoire pour l'amour et la vérité. Au fil des années, l'affaire a été rouverte et réexaminée à plusieurs reprises. En 2003, il a été annoncé que l'année précédente, la police avait reçu une lettre anonyme contenant des informations sur l'affaire, mais le contenu précis n'a jamais été rendu public. Beaucoup de détails des enquêtes ultérieures n'ont jamais été divulgués afin de préserver l'impartialité de tout futur procès ou nouveau procès. La police pense que l'auteur de la lettre était de bonne foi, mais n'était pas le meurtrier, et lui a demandé de se manifester avec plus de détails. En 2004, un fusil de chasse et des cartouches de fusil de chasse ont été découverts dans un ancien puits de mine non loin de la ferme. Cependant, on ne pense pas qu'il soit lié à l'affaire. La seule autre personne d'intérêt publiquement nommée dans l'affaire était John William Cooper, un tueur en série gallois surnommé le tueur de Bullseye. Cooper a un long casier judiciaire, comprenant 30 vols et agressions violentes. En 2011, il a été condamné pour les meurtres de Richard et Helen Thomas, un frère et une sœur tués en 1985, ainsi que pour les meurtres de Peter et Gwenda Dixon, dans l'affaire des meurtres du Pembrokeshire en 1989. Cooper est également un violeur qui a été condamné pour les agressions sexuelles de 2 adolescentes qui ont eu lieu en 1996. Comme Cooper a commis beaucoup de ces crimes, y compris ces meurtres brutaux avec un fusil de chasse, il y a eu des spéculations selon lesquelles il serait responsable des meurtres des Tooze. D'autres similitudes incluaient la période, le fait que les victimes aient été abattues à bout portant et les tentatives de dissimulation de leur corps. En 2011, après la condamnation de Cooper pour les meurtres des années 1980, l'affaire de Harry et Meghan a été réexaminée dans le but de l'y relier. Cependant, la police l'a finalement écarté comme suspect potentiel. Cooper était connu pour cibler des zones qu'il connaissait bien, et il n'était pas familier avec la région de Lanaran. Sa présence n'expliquerait pas non plus pourquoi le couple avait sorti leur belle vaisselle et d'autres ustensiles réservés aux visiteurs, puisqu'ils ne le connaissaient pas. De plus, Cooper avait tendance à tirer sur ses victimes en plein visage plutôt que dans le dos. Pendant des décennies, l'affaire de Meghan et Harry Tooze est restée non résolue. Il y a eu très peu d'avancées dans l'affaire, mais un tournant est survenu à la fin de 2025 lorsqu'il a été annoncé qu'un homme de 86 ans avait été arrêté en lien avec les meurtres. L'homme non identifié a été arrêté, soupçonné de meurtre à la suite d'un réexamen de cette affaire non résolue en 2023, mais peu de détails sur lui ou sur son lien avec l'affaire sont actuellement disponibles. Le responsable principal de l'enquête, le surintendant détective Mark Lewis, a déclaré aux médias « Bien que cette arrestation soit clairement une avancée significative dans l'enquête, nos investigations se poursuivent activement. Cette affaire a touché de nombreuses personnes au fil des années, et notre objectif est de trouver les réponses aux questions restées sans réponse concernant leur décès plus de 30 ans après. Même après tout ce temps, je lance un appel à toute personne ayant des informations sur ces meurtres de se manifester et de parler à la police. À l'heure actuelle, l'enquête est toujours en cours. Jonathan Jones, pour sa part, a épousé Cheryl après sa sortie de prison. Le couple a eu un enfant ensemble. Et voilà les faits.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, soyez prudents et on se retrouve la prochaine fois.